Au musée égyptien du Caire, Ide retire de la corrosion accumulée pendant des siècles sur une statue d'Osiris, le puissant dieu associé aux crues du Nil. Il espère révéler des caractéristiques distinctes qui pourraient l'aider à dater la statue. Cette date indiquera depuis quand les statues d'Osiris étaient des objets de culte. Le plus compliqué, c'est de retirer la corrosion au-dessus de l'or. La couche d'or est très fine et très fragile. Ide utilise un stylo à ultrasons qui génère des ondes sonores de haute intensité pour traverser les couches de corrosion. C'est le meilleur outil pour cette tâche, mais il doit travailler minutieusement pour ne pas endommager la statue. C'est un travail à faire très lentement et au microscope. Travailler sur cette seule statue lui prendra des mois. À la fin, lorsque l'objet est restauré et que l'on voit le fruit de nos efforts, c'est un sentiment incroyable. Ide ne peut analyser correctement une statue que si elle est complètement exempte de terre et de corrosion, comme celle-ci. Les indices sur l'origine de cette magnifique statue se trouvent dans le métal lui-même. Je vais analyser la composition de l'alliage de cette statue. Je veux savoir exactement de quoi elle est faite. Le bronze est un alliage, un mélange de différents métaux. Ide va comparer ce bronze avec une base de données composée de statues dont ils connaissent l'origine. Son scanner de pointe lui indiquera la composition exacte de l'alliage sans endommager la statue. Ces deux lasers doivent être alignés pour lancer l'analyse. Ils doivent former un seul point. Je vais déplacer légèrement la statue. Maintenant, on peut lancer l'analyse. Le scanner envoie des rayons X sur la surface et enregistre l'énergie dégagée par les atomes. Le résultat pourra aider Ide et Simon à faire correspondre cette statue avec une autre dont ils connaissent l'origine. Ils pourront ainsi dater leur statue. Sur la rive ouest du Nil, à Der el-Bahri, Patrick examine des morceaux de sarcophage trouvés sur un terril. Ils proviennent de l'un des tombeaux au-dessus d'eux. Parmi des centaines de tonnes de roches, nous découvrons ces magnifiques morceaux décorés. Ça nous indique que c'était une région très riche et que le propriétaire du tombeau était une personne très importante. Patrick espère que les fragments du sarcophage lui révéleront l'identité de son propriétaire et pourront le mener au tombeau dans lequel se trouvaient les crânes. Un gros morceau du sarcophage couvert de hiéroglyphes finit par lui donner l'indice qu'il cherchait. Les caractères à la fin nous aiguillent sur le nom du propriétaire. H-T-I-I. Ça veut dire Kéti. C'était donc le tombeau de Kéti situé juste en haut. C'est formidable de trouver un élément qui nous donne des informations précises sur le propriétaire. Kéti était un important haut fonctionnaire de la cour royale. Il a vécu 700 ans avant Toutankhamon et a servi le pharaon Montuhotep II. Nous avons trouvé les crânes de crocodile dans les mêmes conditions que le sarcophage, ce qui veut dire qu'ils étaient ensemble. Il s'agit de l'ultime preuve que les crânes de crocodile proviennent du tombeau de Kéti, au-dessus du terril dans lequel Patrick fouillait. Il peut maintenant enquêter sur les raisons de Kéti de vouloir ces crânes, et Patrick sait exactement où chercher. Le tombeau de Kéti a été découvert il y a 100 ans par Herbert Winlock, un archéologue américain. Winlock et son équipe ont dû retirer les crânes de crocodile et les placer sur les terrils en contrebas, pendant qu'ils cherchaient des trésors plus précieux. Voici la chambre funéraire de Kéti, et ici son sarcophage, où se trouvait son corps. Et c'est également l'endroit où les restes de crocodile étaient placés. Un tombeau avec des momies de crocodile est relativement rare, mais un tombeau avec des crânes de crocodile est unique.
Ces têtes de crocodile du Nil placées à côté du corps de Kéti pourraient être liées au fait qu'ils croyaient pouvoir prendre leur forme dans l'au-delà. Selon nous, Kéti croyait que son âme allait transformer sa tête en une tête de crocodile et qu'il pourrait ainsi utiliser sa force pour affronter ses ennemis dans l'au-delà. Selon la théorie de Patrick, Kéti croyait avoir besoin des têtes de crocodile dans son tombeau pour son voyage dans l'au-delà. À sa mort, son esprit aurait navigué dans l'au-delà et les têtes de crocodile lui auraient donné la force de ce redoutable reptile. Avec cette force supplémentaire, Kéti croyait pouvoir vaincre les ennemis et les démons rencontrés sur son chemin. Pour atteindre les champs d'Ialou et y vivre éternellement. Le crocodile du Nil était, et est toujours, l'un des animaux les plus dangereux du Nil. Il est évident que les Égyptiens étaient conscients de sa puissance. L'Égypte antique craignait et vénérait le crocodile. Les Égyptiens le considéraient comme le symbole vivant de la fertilité du Nil. C'est une découverte unique. Je pense que c'est le rêve de tout archéologue. Trouver un élément totalement nouveau qui nous aide à reconstruire le passé. Au Caire, Ide et Simon ont terminé de scanner la statue d'Osiris, le puissant dieu associé aux crues du Nil. Ils espèrent que la composition exacte de l'alliage de bronze leur donnera un indice sur son origine. Selon les résultats, la composition de l'alliage est de 80% de cuivre, 2,3% d'étain et de 18% de plomb. Simon et Ide font une recherche dans la base de données mondiale pour trouver une statue d'Osiris avec la même composition. Ils trouvent une correspondance avec une statue datant de la 21e dynastie. C'est une preuve que leur statue date d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ, entre les règnes de Toutankhamon et de Cléopâtre, 1500 ans après la première apparition d'Osiris dans la mythologie égyptienne. Pour confirmer cette date, Simon et Ide vont recouper leurs résultats à l'aide d'une technique très différente. Examiner le visage d'Osiris. Dans l'art de l'Égypte antique, les statues des dieux étaient basées sur le pharaon de l'époque. Le visage comporte donc des indices sur la date de sa fabrication. La représentation officielle d'un roi est un bon critère pour dater les statues. Le roi, les autres individus et les dieux ont tous le même visage. Et le visage de cette statue possède les caractéristiques des représentations des dieux et pharaons de la 21e dynastie. C'est assez convaincant. Ces deux critères, le style et la composition du métal, confirment qu'elle date de la 21e ou 22e dynastie, donc entre 900 et 1000 avant Jésus-Christ. Ide et Simon ont résolu le mystère de la date de création de cette statue. Ils ont montré qu'Osiris avait une influence forte et continue dans l'Égypte antique, 1500 ans après sa première apparition dans la mythologie égyptienne. L'analyse des statues restantes dans le musée pourrait donner plus d'informations sur la façon dont Osiris, dieu de la mort et de la résurrection, et dieu associé aux crues annuelles du Nil, était vénéré dans l'Égypte antique.